Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au Ségur du numérique en santé sur la radiologie. Hem, donc on va avoir un petit mot d'introduction. Je vais passer tout de suite la parole à Thomas Fatome, qui est le directeur général de l'assurance maladie et puis après, on va faire l'ordre du jour que vous voyez là. Thomas, c'est à toi. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés à ce webinaire autour du numérique en santé, de mon espace santé pour la radiologie. Je vais être court parce qu'on a pas mal de choses à partager avec vous. Simplement vous dire qu'on a, je crois, conjointement assurance maladie et ministère, essayé de construire une feuille de route et des outils pour les radiologues permettant de déployer la feuille de route du numérique en santé. Vous savez certainement que depuis quelques mois, on a ouvert mon espace santé, mais que pour mon espace santé fonctionne, il faut évidemment, c'est une des clés de la réussite du projet, que les logiciels des professionnels de santé s'adaptent et que ils construisent ce système dans lequel finalement on va arriver à avoir le cercle vertueux qu'on recherche depuis longtemps, l'alimentation de mon espace santé, du DMP, la consultation par les professionnels de santé, donc l'alimentation et la consultation par les patients, par les assurés. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit, qu'on a essayé aussi de construire avec les représentants de la profession. Je pense qu'Olivier y reviendra, avec vos représentants qui ont participé à ce qu'on appelle les couloirs, la task force radiologie. Et puis, bien sûr, avec vos éditeurs, je crois qu'un certain nombre d'entre eux sont là aussi ce soir, pour pouvoir justement construire les cahiers des charges et voilà, adapter les logiciels des radiologues. Vous savez aussi que derrière tout ça, il y a un investissement financier de l'assurance maladie, en lien d'ailleurs avec le plan de relance et les fonds européens, pour pouvoir permettre aux professionnels de santé et notamment aux radiologues de pouvoir mettre à jour leur logiciel et justement intégrer ces cahiers des charges sur le numérique en santé. J'en dis pas beaucoup plus. On est nous confiants. Il y a un gros travail qui a été réalisé. C'est vrai aussi qu'on va rentrer de plus en plus dans une phase opérationnelle, à la fois du côté des éditeurs et du côté des professionnels, pour que l'ensemble des versions mises à jour soient disponibles, et puis que derrière, bien sûr, vous, les radiologues libéraux, vous puissiez les mettre en place, les déployer, et avec évidemment quelque part une volonté d'aller vite, que d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, on ait un parc logiciel qui soit mis à jour et qui nous permette de rentrer dans cette logique vertueuse d'alimentation et de consultation du DMP de mon espace santé. Donc voilà ce que je voulais simplement dire en introduction. Et puis évidemment, on sera à votre écoute dans ce webinaire. C'est important pour nous qu'on puisse échanger avec vous et qu'on puisse partager le maximum d'informations de là où on en est et des prochaines étapes, puisque les prochains mois, je l'ai dit, vont être chargés. Voilà, Olivier, je te repasse la parole. Merci Thomas. Et donc, comme on vous l'a dit, là, vous avez les autres participants actuellement à l'écran qui vont intervenir dans le webinaire. Donc, le but en introduction, ça va être de dire quelques mots sur à la fois le Ségur et mon espace santé. On va rentrer dans le détail puisque c'est vraiment, en gros, la période dans laquelle on est. Là, il y a eu un gros investissement des éditeurs, mais maintenant, évidemment, c'est aux radiologues de s'engager dans ce dispositif, de venir à la fois passer les commandes et puis installer ces logiciels. Donc, on va vous décrire tout ça à la fois d'un point de vue plutôt opération administrative et puis aussi d'un point de vue assez technique. Et puis, on finira sur les prochaines étapes, une sorte de call to action. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc le premier point, c'est d'arriver à vous expliquer l'articulation entre le Ségur et mon espace santé. Donc on a à la fois du côté de mon espace santé un service public qu'on appelle numérique universel. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez connu ou entendu parler du DMP, dont on peut dire que c'est pas à date une super réussite, et il y avait une volonté en gros de à la fois construire sur cet acquis, mais de créer un objet qui était, je dirais, plus universellement utilisé par les patients. Et donc, on a ce nouvel objet qui va vous être présenté, qui est mon espace santé, qui est construit par-dessus le DMP. Et le point qui est assez important, on va vous le montrer, c'est qu'il est ouvert pour l'ensemble des assurés sociaux. Donc, en gros, l'immense majorité des Français, sauf ceux qui s'y sont opposés, disposeront d'un espace santé à l'horizon des quelques jours qui arrivent, puisque dans quelques jours, toutes les créations automatiques seront réalisées.
Donc ça, c'est le premier point. C'est un véritable changement de paradigme, hein, là où on avait en gros moins de 10 millions de DMP pendant au moins une décennie. Là, on devrait avoir plus de 60 millions de mon espace santé. Donc un vrai changement de paradigme. Tout le monde disposera de cet outil-là. Je pense que c'est vraiment un point qui est capital et c'est là-dessus qu'on va commencer. Ensuite, évidemment, l'objectif, c'est que cet espace il soit utilisé, qu'il y ait des logiciels qui s'y branchent. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du Ségur. Donc c'est un deuxième programme qui vient s'appuyer en fait sur mon espace santé pour le remplir. Donc ça va être un peu l'objet de ce qu'on va vous présenter ensuite. Et à travers ces dispositifs, on va mettre en place des leviers, donc des leviers qui sont incitatifs, notamment à travers l'avenant 9. Donc on va revenir sur les dispositions de l'avenant 9 qui permettent de financer les usages à travers mon espace santé. Et puis également des obligations réglementaires. Donc là, on a mis essentiellement dans le petit point d'information celles qui concernent les radiologues, mais en fait, il y en a qui concernent les autres médecins généralistes, par exemple, les biologistes, etc. Et donc, en particulier, là, il y a un arrêté qui vient préciser quel doit être maintenant le parcours de soins numérique, donc quels sont les documents qui doivent être partagés par défaut avec le patient et le professionnel correspondant. Et donc, en radiologie, il s'agit du compte-rendu à partir de la fin de cette année et des données images avec évidemment les dispositifs qui vont accompagner ça à partir de la fin de l'année prochaine. Voilà, donc je passe la parole à Sandrine Franjol de l'assurance maladie pour rentrer plus dans le détail de mon espace santé. Bonsoir à tous. Donc, excusez-moi, j'ai été un peu trop vite. Donc, effectivement, comme vous l'a dit Olivier, on va rentrer un petit peu plus de détails dans mon espace santé. Donc, on a aujourd'hui 2 briques qui ont été d'ores et déjà mises en place depuis février dernier. Avec le dossier médical qui est en fait constitué sur la base du DMP, où à la fois l'usager et les professionnels de santé et les établissements de santé vont pouvoir alimenter en données de santé ce dossier médical. Donc, les rubriques ont été revues par rapport au DMP. La vision que va avoir l'usager va être plus simple, plus ergonomique pour le classement des documents pour l'usager. Donc, vous voyez, hein, on a mis quelques exemples de documents phares dans le parcours de soins, les ordonnances, les comptes rendus, les résultats d'examen de radiologie, de biologie. Donc, on a cet espace donc, sur le dossier médical et on a ajouté par rapport au DMP ce qu'on a appelé le profil médical qui va être rempli par l'usager avec ses antécédents médicaux, ses vaccinations, ses allergies, les mesures de santé aussi, poids, taille. On a aussi la glycémie, enfin, on a 12 mesures maintenant qui vont permettre d'avoir une information qui est notamment intéressante pour une première visite chez un médecin ou en préadmission à l'hôpital. Donc, ça n'a pas vocation à se substituer, par exemple, aux lettres de synthèse médicale que peuvent remplir les médecins traitants. Mais c'est un premier élément qui peut permettre d'initier après une discussion au moment de la première consultation. Donc, ce profil médical, il peut faire l'objet d'une synthèse qui peut être mise dans la partie document et qui va être accessible alors aux professionnels de santé qui peuvent avoir accès au DMP et aux établissements. Et puis, on peut aussi envoyer à la demande d'un médecin le profil médical peut être envoyé par la messagerie de mon espace santé, qui est une autre fonctionnalité dont je vais vous parler tout de suite. Et on a certaines rubriques qui sont directement accessibles par les professionnels sur ce profil. C'est notamment la rubrique vaccination qui peut être alimentée par les professionnels. La deuxième brique, et qui est aussi nouvelle par rapport au DMP, c'est la messagerie de santé. Donc, elle s'appuie sur la MS Santé que vous connaissez pour vos échanges avec les professionnels de santé, mais qui, là, va avoir un nouvel usage pour des échanges sécurisés avec vos patients. Donc, cette messagerie, pour ceux qui ont déjà peut-être testé avec des patients qui ont activé leur profil Mon Espace Santé, elle va permettre de vous ouvrir la conversation. Donc, ce qui est important, ce sont les professionnels de santé qui initient la conversation avec les patients, donc ils ont vraiment la main. Et ensuite, le patient peut répondre. Le professionnel de santé peut à tout moment clôturer la conversation quand il estime que l'échange est terminé sur un épisode de soins. Et bien sûr, des pièces jointes peuvent être envoyées. On peut avoir donc des envois d'ordonnances, de résultats d'examen qui peuvent être en toute sécurité adressés aux patients. Une autre fonctionnalité, alors qui n'est pas encore ouverte, qui le sera
d'ici la fin de l'année 2022, c'est la rubrique agenda qui permettra à l'usager de centraliser tous ces rendez-vous médicaux et qui permettra aussi de permettre des rappels, notamment sur certains rendez-vous, des rappels aussi sur des événements de vaccination, par exemple. Donc, un certain nombre d'usages que l'on pourra enrichir au fil des besoins remontés par les usagers. Et puis, le catalogue de services qui a vocation aussi à ouvrir prochainement, donc dans les prochains mois, sur des connexions d'applications de santé qui pourront avoir soit des échanges de données ou pas avec mon espace santé, des applications qui seront référencées sur un certain nombre de critères de sécurité, d'éthique notamment, et on pense par exemple à des dispositifs médicaux qui permettront d'alimenter par exemple le profil médical que j'évoquais tout à l'heure sur l'alimentation des mesures de santé. Donc, on vous a mis quelques exemples vous l'avez peut-être d'ailleurs vu en ayant activé votre profil Mon Espace Santé, une copie écran de la partie profil médical que j'évoquais, avec traitement, allergie, les mesures, les antécédents, la possibilité aussi de renseigner ces directives anticipées, par exemple, ou la personne de confiance. La partie documents, vous voyez qu'elle est classée différemment que le DMP pour être plus pratique pour l'usager, et puis la gestion de la messagerie de santé de Mon Espace Santé que j'évoquais à l'instant. Donc, pour le patient, vous voyez, c'est un nouveau service, une nouvelle ergonomie sur la partie dossier médical et messagerie de santé. L'intérêt côté professionnel de santé, c'est que finalement, vous restez avec les mêmes outils qu'auparavant, avec le DMP qui va pouvoir être soit intégré à vos logiciels ou l'utilisation du web DMP. Et côté messagerie, pour les échanges avec votre patient, c'est la messagerie donc, que vous aviez avant pour vos échanges avec les confrères, la MS Santé, mais qui permet maintenant un nouvel usage pour les patients. Donc concrètement, quel usage? Alors, on a mis quelques éléments d'usage qui ont pu déjà être identifiés et remonter côté usager et côté professionnel pour ceux qui ont déjà utilisé depuis début février et même pendant le pilote avec 3 départements sur 2021. Donc l'intérêt pour le patient, c'est très clairement consulter et stocker ses documents de santé. Plus de risque de perte et ça permet, quand on va à un rendez-vous médical, d'avoir tous les éléments pour donner en consultation et en visibilité aux professionnels de santé. La possibilité, je disais, de compléter le profil médical qui peut être aussi intéressante en consultation pour les professionnels et échanger avec l'équipe de soins avec la messagerie. Donc, on a du coup un parcours simplifié et surtout sécurisé. Pour le professionnel, il va pouvoir, comme pour le DMP, mais avec la certitude, Olivier le disait, on a maintenant dans quelques jours toute la population qui va être couverte en profil Mon Espace Santé. On a eu un taux d'opposition très faible, alors qu'auparavant, finalement, c'était toujours la question que pouvait se poser le professionnel. Est-ce que mon patient a ouvert ou pas un DMP? Donc la question ne se posera quasiment plus dans quelques jours. La possibilité d'avoir communication des documents d'autres professionnels qui sont intervenus dans le parcours de mon patient et la possibilité d'échanger en toute sécurité avec mon patient, là où vous pouviez d'ores et déjà avoir initié des échanges, mais sur des modalités moins sécurisées, ce qui permet aussi de gagner du temps pour éviter, par exemple, des appels téléphoniques en pleine consultation. Donc, un accès simplifié aux informations et une prise en charge qui sera plus adaptée avec une meilleure connaissance du parcours du patient et une meilleure coordination des soins, notamment entre la ville et l'hôpital, puisque l'ensemble du dispositif va concerner et la ville et l'hôpital. Je repasse la parole à Olivier, je crois. Merci Sandrine. Ouais, donc vous l'avez compris, là, il y a un nouvel outil dans le paysage qui hérite du DMP, qui s'appelle Mon Espace Santé, qui change fondamentalement le paradigme, puisque là où en gros avant il y avait 10% des patients qui avaient ce dossier médical numérique, maintenant il y aura en gros plus de 95% de vos patients qui disposeront de cet espace. Donc il n'y a plus à se poser la question, en gros l'immense majorité des patients disposeront de cet espace santé. Encore faut-il qu'il soit utile et utilisé. Et l'une des premières utilités, évidemment, c'est que les informations du patient se retrouvent dedans. Et donc, c'est vraiment là que vient, je dirais, agir le programme Ségur pour embarquer
l'ensemble de l'écosystème dont la radiologie fait, j'allais dire, non seulement évidemment partie, mais et même l'un des piliers fondamentaux, puisque c'est l'un des 2 piliers du diagnostic avec la biologie. Et donc, on voit bien que dans ce parcours de soins numériques, la radiologie a un rôle clé à jouer demain. Et donc, c'est le rôle du Ségur d'arriver à débloquer cet usage de ces données de santé, à la fois avec le patient, donc en gros, pour faire simple, remplir mon espace santé avec ces documents, ces comptes rendus de radiologie, mais par ailleurs aussi arriver à fluidifier les échanges entre professionnels. Donc, notamment, par exemple, une demande d'examen qui pourra vous arriver par voie numérique parce que le patient pourra vous l'avoir partagé. Vous aurez accès aux antécédents ou au profil, ce qu'a mentionné Sandrine juste avant, du patient. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout ça, on passe en gros de 10% de DMP vide à plus de 95% de DMP où il y a l'essentiel de cette information. Et c'est vraiment ça le but du Ségur. C'est l'objectif à l'horizon 2023, avec le financement historique qu'on met, c'est d'arriver à la majorité des informations de santé qui sont numérisées et échangées sous forme numérique, à la fois entre professionnels et avec le patient. Donc vraiment, c'est un changement de paradigme total. Nous, on a fait les calculs. C'est entre x25 et x50 ce qu'on doit changer en fait en termes d'échange numérique. Donc c'est extrêmement important. Ça impactera en fait l'ensemble des professionnels de santé dans leurs relations entre eux et avec le patient. Et donc évidemment la radiologie qui a toujours été un peu au devant je dirais des changements technologiques ou s'est déjà fortement engagé en fait dans ce dispositif. Et en termes de chiffres, pour que vous l'ayez en tête, même si ça ne parle pas beaucoup, il y a 2 milliards d'euros qui sont engagés pour cette numérisation du parcours de soins. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça change pour le radiologue? On a découpé ce dispositif en 2 vagues. Donc vous avez une première vague qui va toucher exclusivement le RIS, et puis vous allez voir juste après, on part de la vague 2. Dans cette première vague sur le RIS, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, donc, vous l'avez compris, on essaye de rendre plus systématique ce partage d'échanges numériques. Donc c'est vrai pour les radiologues, mais c'est vrai aussi pour tous les autres médecins, les biologistes, etc. Et donc du côté des radiologues, ce partage, c'est essentiellement le compte-rendu qui est alimenté, nous on dit systématiquement et automatiquement. Alors le mot automatiquement, c'est une sorte d'abus de langage quand même, puisque évidemment le radiologue, s'il n'a pas envie d'envoyer, il pourra le faire, mais par défaut, s'il ne fait rien, donc ça sera configurable évidemment, l'alimentation se fera automatiquement avec les comptes rendus de ces patients. Après, de la même manière, il y aura une alimentation automatique par messagerie sécurisée de santé de l'information aux médecins demandeurs, aux patients et puis éventuellement aux médecins traitants. Donc ça, et tout ça, c'est encore une fois, c'est automatique par défaut, mais ça reste le radiologue qui a la main. S'il veut retenir un envoi, évidemment, il le retient. Et puis par ailleurs, c'est ce qu'on disait juste avant, l'un des bénéfices, c'est aussi de pouvoir disposer des informations qui ont été communiquées et par le patient et par les autres professionnels. Donc on simplifie l'accès à l'information du DMP en 2 temps. Donc dans ce premier temps, c'est l'accès au DMP du patient sur un portail web sans avoir à se reloguer, sans avoir à rechercher le patient. Donc on appelle ça un appel contextuel. On fait un clic, on est projeté directement dans le dossier du patient en web. Et puis dans un second temps, ça sera plus intégré dans les logiciels. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à enrichir ces flux à la fois entre professionnels et avec le patient, et aussi de simplifier étape par étape l'accès à cette information. Et puis du coup, dans un second temps, donc là on est en train de travailler, d'ailleurs je remercie, il y en a peut-être certains d'entre vous qui font partie des travaux là, de concertation ou de construction avec nous, avec les éditeurs pour construire cette deuxième vague de financement. Dans un second temps, ce qu'on devrait avoir au niveau de RIS, c'est un deuxième renfort technologique avec ce que nous on appelle une intégration forte. Donc c'est la capacité à plus simplement intégrer des informations dans le RIS, notamment les demandes, donc pré-intégrer des demandes automatiquement dans le RIS. C'est moins de temps de processing du coup typiquement pour le secrétariat. C'est ce que je disais là aussi, intégrer l'information médicale, en tout cas celle qui peut être pertinente, notamment par exemple, est-ce qu'il y a une antériorité radiologique, est-ce que je peux avoir accès directement, simplement au compte rendu. Donc ça, on verra, c'est vraiment des éléments à travailler avec plutôt les radiologues. Et puis un premier niveau de ce que nous on appelle structuration, sachant que l'objectif là, c'est d'y aller vraiment étape par étape. On sait que ça peut faire peur, ces questions de structuration d'informations. Donc nous, ce qu'on se dit, c'est que dans un premier temps, cette structuration, elle doit essentiellement se baser sur les informations qui sont déjà
rentrer soit par le secrétariat, soit automatiquement dans les machines, dans le RIS, donc la modalité, par exemple, le nom de l'examen, par exemple, la date de l'examen, le nom du patient, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont rentrées automatiquement aujourd'hui dans le système et donc on pourra mettre en termes de structuration simplement dans le compte-rendu. Et éventuellement, structurer en grands compartiments le compte-rendu. Probablement, on n'ira pas plus loin et encore une fois, les travaux sont en cours avec vos collègues radiologues. Et puis, il y a une deuxième étape qui est extrêmement attendue. Donc nous, en fait, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille sur ce sujet, qui est comment arriver à fluidifier l'échange de la donnée image. Vous connaissez ça, des données d'ICOM. Et donc là, on travaille depuis, je ne sais pas, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans d'un point de vue technique, et puis de manière très renforcée avec la radiologue pour voir comment on va pouvoir mettre en œuvre ce dispositif. Donc déjà, il y a une première décision un peu clé qui a été, je dirais, fortement souhaitée et orientée par les radiologues, c'est qu'en gros, les images ne bougent pas. Donc dans cette deuxième vague, on ne financera pas une sorte de mégapax national. En gros, l'idée, c'est de réutiliser le DMP pour indexer les informations. J'ai eu une image radiologique, elle se trouve à tel endroit, mais donc on n'aura pas le mégapax national. Et donc du coup, il y aura accès à ces données demain via un lien, soit dans le compte-rendu, soit pour ceux qui seront équipés des logiciels, ça sera le cas évidemment de tous les radiologues, pour télécharger l'antériorité et éventuellement faire des comparaisons. On est pleinement dans les travaux techniques qui consistent à, je dirais, à cadrer tout ça. On a mis ça sous l'égide de Dream, donc qui est en gros une marque assez forte qui a été créée par l'ensemble des radiologues et qui avait justement cette idée d'arriver à créer ce maillage, ce réseau entre radiologues. Donc, je pense que dans le partenariat dans lequel on est là, en gros, le partenariat radiologue puissance publique, on va reprendre ce terme pour finalement s'appuyer dessus et constituer ce réseau issu de l'ensemble des radiologues. Voilà, je ne vais pas en dire plus, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler de la vague 2, mais au moins comme ça, vous avez une idée de ce qui sera financé dans un second temps. Dans cette vague 1, au niveau du RIS, ce qui est intégré, c'est essentiellement ce que nous on appelle des services et des référentiels socles. Donc, ce sont des informations clés qui permettent de réaliser ces échanges de données de santé. Donc, à la fois le connecteur, on appelle ça avec le DMP, la messagerie sécurisée de santé que beaucoup d'entre vous utilisent, peut-être à titre personnel. On a une intégration qui sera plus forte là au niveau notamment du secrétariat. Donc nous, on encourage très fortement l'usage de messagerie de groupe, on rentrera un petit peu dans le détail après, et également donc la partie e-prescription. Puis au niveau des référentiels sancles, un point qui est extrêmement important et structurant là pour l'ensemble des professionnels de santé, donc des radiologues, l'identité nationale de santé. C'est en gros l'identito-vigilance à l'échelle nationale. Tout le monde dispose d'une identité, donc un numéro unique national pour les échanges de données de santé, qui fait qu'on ne se trompe pas de patient quand on change d'un établissement à l'autre, d'un cabinet de radio à l'autre, d'un hôpital à l'autre. Ça paraît bête, mais jusqu'à maintenant, ça n'était pas le cas. Donc, on vient imposer en fait cette identité nationale de santé dans l'ensemble des logiciels qui permettent en gros de ne pas faire d'erreur quand même quand on traite un patient. Et puis d'un autre côté, ProSanté Connect, c'est en gros la CPS dématérialisée qui permet de plus simplement se connecter dans les logiciels avec en transverse, là vous l'avez, l'application Carte Vitale qui va se déployer progressivement. Là, on sait que ça va prendre plus de temps puisque en fait, il y a évidemment les patients qui doivent s'en saisir également. C'est pareil que la CPS, c'est la carte Vitale qui est dématérialisée. Donc voilà en gros ce qui est contenu dans cette vague 1 avec, on commence à le sentir, alors on est au tout début là, des échanges de données qui s'accélèrent un peu. Alors encore une fois, on est au début, on reste assez humble parce qu'on sait que il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de logiciels à transformer, beaucoup de pratiques à transformer. L'INS, voilà, il faut vérifier l'identité du patient, au moins lorsqu'on le voit pour la première fois. Donc voilà, il y a des habitudes à changer. On sait que là aujourd'hui, il n'y a encore pas énormément de PACS et de RIS qui sont connectés au DMP. Les volumes, là, vous les avez actuellement à l'écran, qui sont à la fois les volumes globaux sur les envois au DMP, donc c'est la courbe bleue, et puis le nombre d'envois qui sont faits exclusivement sur le périmètre de l'imagerie. Et donc nous, on attend encore des facteurs. En gros, le nombre de comptes rendus aujourd'hui générés par les radiologues, c'est 100 millions par an. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est sur un rythme de l'ordre de un peu plus entre 1 et 2 millions qui sont envoyés par an dans le DMP. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure.
encore un facteur 50 à prendre là dans l'accélération. Donc c'est beaucoup, mais comme le disait le directeur général de l'assurance maladie juste avant, on est très optimiste. On voit que les éditeurs se sont pleinement engagés, vous allez voir, dans ces démarches. Donc on a plein de bonnes raisons de penser qu'on va arriver à cette masse critique, en gros cette majorité à la fois des professionnels, des éditeurs, des documents qui vont se retrouver numérisés demain. Je vais vous présenter en quelques mots, en essayant de simplifier, parce que vous n'avez pas besoin de comprendre tout, mais vous avez besoin de comprendre quand même un peu comment fonctionne le mécanisme, je dirais, administratif du Ségur. Et puis après, on va vous détailler un petit peu plus d'un point de vue technique ces évolutions, qu'est-ce que ça change pour vous concrètement. Donc ce financement du Ségur, comment il est mis en œuvre? Il est mis en œuvre à travers ce que nous, on appelle un système ouvert et non sélectif. Donc c'est un mécanisme de financement qui est assez nouveau, qui permet de faire de l'achat pour compte. L'achat pour compte, c'est l'État qui finance et c'est les radiologues qui en bénéficient. Donc en gros, nous, on vient payer à chaque fois que vous commandez une mise à jour Ségur. Alors, il y a un certain nombre il y a un cadre qui définit ce que c'est que cette mise à jour Ségur. Donc, évidemment, ce cadre il a été co-construit avec les radiologues, avec les éditeurs, pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi. La solution donc logicielle pour être financée, être éligible à ce financement, elle doit être référencée Ségur. Vous allez voir, on liste juste après les logiciels qui sont en référencement ou en cours de référencement. Ce financement, il est versé à l'éditeur, mais pour le compte, évidemment, d'une mise à jour qui est faite dans le cabinet de radio, éventuellement à l'hôpital, à la clinique, en tout cas de tous ceux qui disposent d'un RIS. La mise à jour, elle est gratuite. Gratuite, ça veut dire pas de reste à charge, à une condition quand même, c'est que le client disposait d'une version mise à jour. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait pas 5 ou 10 ans qu'il attend sans mettre à jour son logiciel. Et là, il se dit, chouette, avec la mise à jour Ségur, je vais aussi rattraper toute ma dette. Ça, on ne va pas pouvoir nous payer pour toute la dette d'attente du cabinet de radio ou de l'hôpital. Mais en dehors de ce cas, qui est minoritaire, la mise à jour, elle est sans reste à charge. Sur le périmètre de ce qui est financé, donc il y a à la fois l'installation et la configuration de cette mise à jour, les droits d'utilisation pour une période qu'on a mis jusqu'à 6 ans. Alors évidemment, si vous abandonnez le logiciel avant, voilà, vous ne pouvez plus en disposer. Le suivi du projet, la mise à disposition de la documentation, la formation sous une forme e-learning et la portabilité des données, ce qui permet, alors sur le champ qui est financé, donc des comptes rendus, qui permet d'extraire en fait toute la base pour pouvoir la réimporter demain. Ce qui n'est pas intégré, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a un point qui est la messagerie sécurisée de santé. Beaucoup d'entre vous en disposent, ceux qui n'en disposent pas, en tout cas, ça ne fait pas partie du périmètre. C'est vraiment pas très cher. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont financés complètement gratuitement, que ce soit par des opérateurs publics ou parapublics. À vous de faire votre choix. En tout cas, ça ne fait pas partie de ce qui est financé. On n'a pas, donc c'est ce que je mentionnais, les coûts associés soit à un changement de logiciel complet, soit à une évolution à partir d'un logiciel vétuste. Donc si vous changez de fournisseur ou si vous aviez un très vieux logiciel, ça par contre on le prend pas en compte. Et par ailleurs, s'il y a des changements de matériel, ça arrive parfois pour du matériel qui est non sous garantie, et on peut pas, en tout cas le financement ne paiera pas le nouveau matériel. Voilà, mais en dehors de ça, tout ce qui concerne la mise à jour du logiciel, et donc dans l'immense majorité des cas, c'est sans reste à charge pour les radiologues, c'est pris en charge par l'État. Comment ça se passe d'un point de vue calendrier? Je pense que c'est assez important que tout le monde l'ait en tête. Il y a cette première étape de vérification de conformité. Je donne juste après la liste des éditeurs qui sont soit référencés, soit en cours. Juste après, il y a une étape de commande. C'est très important. Il y a une deadline là pour ces commandes qu'on a bougé récemment. La nouvelle date, c'est 30 novembre 2022 pour que les éditeurs amènent les bons de commande qui sont signés avec leurs clients. Il y a environ, à date, 50% des cabinets qui ont commandé. Donc, merci à tous ceux-là, des radiologues qui ont commandé leur mise à jour. Maintenant, ça veut dire qu'il y a encore 50% des radiologues qui n'ont pas signé ce bon de commande. Et donc, engagez-vous, allez-y. La deadline arrive assez rapidement.
Et donc, on a vraiment besoin qu'on ait, alors on a déjà la majorité, mais nous, notre but, c'est pas d'avoir la majorité, c'est d'avoir le plus proche possible de 100%. Donc, allez-y, on a vraiment besoin que l'ensemble des radiologues s'engagent dans ce dispositif. Après, il y a une phase de déploiement du logiciel, et puis évidemment de vérifier que ça marche bien. Et là encore, à nouveau, c'est important que vous l'ayez dans le radar. Il y a une autre deadline qui est au 28 avril 2023. Et donc, bon, alors là, c'est normal, il y a moins de déploiements qui sont aujourd'hui réalisés, on n'en a qu'une vingtaine, mais c'est important que vous planifiez avec vos fournisseurs dès maintenant, le plus rapidement possible, puisque eux, ils vont avoir des plannings extrêmement chargés en fait, hein, pour les mises à jour. En gros, ils vont charger toutes leurs équipes là, de mise à jour entre maintenant et le 28 avril. Et donc, il faut que vous arriviez à trouver votre slot d'accord entre vous et puis le fournisseur de logiciels. Donc, allez-y dès maintenant, validez le moment où la mise à jour sera faite pour pas au dernier moment vous retrouver coincé, quoi. Donc, extrêmement important, hein, ces deux deadlines. 30 novembre 2022 pour la commande, 28 avril 2023 pour la mise à jour et la validation du bon fonctionnement. Les éditeurs de logiciels qui sont actuellement référencés et en cours de référencement, mais sur lequel et eux et nous, on est très confiants qu'ils vont arriver au bout. Ils sont actuellement à l'écran, donc nous, on n'a pas de participation ni dans ceux qui sont à l'écran, ni dans ceux qui ne sont pas à l'écran d'ailleurs. Sachez cependant que ça représente très largement au moins 80 et même on est même plus près de 90% du marché là avec les éditeurs qui sont actuellement à l'écran. Et que par ailleurs, on le sait, il y a des éditeurs qui passent des accords commerciaux aujourd'hui pour arriver à rattraper certains clients qui pourraient éventuellement ne pas être servis. Donc normalement, il existe une solution pour que vous puissiez être servi avec une solution là Ségur compatible. Donc engagez-vous. L'immense majorité, comme vous le voyez, des éditeurs du marché sont présents ou sont sur le point d'être présents. Donc, pas de souci là-dessus. Ils ont le droit, ils peuvent passer ce que nous on appelle des précommandes. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore référencés, qu'ils sont en cours de référencement, qu'il ne faut pas signer les commandes avec eux et que vous ne pouvez pas dès maintenant planifier le déploiement dans vos cabinets de radio. Donc encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est important que vous l'ayez dans le radar. Les deadlines, elles arrivent assez vite. On vient de les bouger. Normalement, on a donné la capacité à tout le marché pour déployer. Maintenant, ça dépend beaucoup encore de l'engagement des radiologues dans le dispositif. Donc on a beaucoup d'engagement déjà, mais on a besoin de ceux qui manquent, quoi, en gros. Ça, c'est juste un petit point d'information pour vous dire que je pense que vous connaissez le truc, hein, ça semble gratuit, donc ça n'a pas de valeur. Non, en réalité, derrière, il y a réalité des montants qui sont payés pour ces mises à jour. Là, ce que vous avez à gauche, c'est le barème de financement qui est payé pour vous, à votre éditeur, pour cette mise à jour. Encore une fois, ce n'est pas de l'argent qui vient de chez vous, c'est de l'argent qui est payé par l'État, mais sachez qu'au final, il y a bien quelqu'un qui paye, hein. Et donc derrière, il me semble ça, Sandrine, c'est de ton côté ou de mon côté que je prenais cette partie avenant neuf? Moi, je peux te faire une pause si tu veux. Allez, Je vas-y, je vais tu prends et je reprends juste après, je crois. Ouais, donc effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, l'avenant 9 avait été signé à l'été 2021 et a permis d'introduire de nouveaux indicateurs valorisant l'usage des outils numériques. Donc, comme vous le savez, donc à partir de 2023, dans le cadre du volet 1 du forfait structure, donc ce sont les indicateurs que l'on dit socle du forfait structure qui conditionnent le versement de l'ensemble du forfait, à la fois du volet 1 et puis du volet 2, qui sont les indicateurs complémentaires. Donc, il faudra effectivement avoir un logiciel RIS référencé Ségur pour pouvoir obtenir le versement du forfait structure défini dans la convention médicale. Et puis, de nouveaux financements aussi sont mis en place donc, dans les indicateurs optionnels. Avec donc un indicateur qui valorise l'alimentation du DMP. Donc, avec un indicateur, vous voyez, de 20% des consultations, donc vous, des facturations qui sont faites, qui donnent lieu à une alimentation dans le DMP pour pouvoir bénéficier. Donc, cet indicateur, vous savez, le système de forfait structure fonctionne par points, donc ce qui représente 40 points, soit 280 € pour cet indicateur d'usage complémentaire. Et puis 5% donc des consultations, donc des examens pour vous, qui donne lieu à un échange par messagerie sécurisée avec un patient qui est valorisé de la même manière, donc dès 2022,
dans le cadre du forfait structure. Et puis, on vous a mis pour information les autres indicateurs d'usage que l'on a mis en place dans cet avenant 9, mais qui s'appliqueront à partir de 2023. Ça sera l'usage de l'appli carte vitale et puis du processus e-prescription. Donc voilà, des indicateurs qui entrent en vigueur dès cette année. Et pour l'équipement Ségur, comme on disait, même si ça devient un prérequis uniquement en 2023, il est vraiment intéressant d'aller au plus vite et de répondre au calendrier de commande donc d'ici fin novembre. Merci Sandrine. Du coup, il reste quelques slides là, je vous rassure, il n'y en a vraiment plus beaucoup, je crois que c'est 3. Je vais passer la parole à Claire Vigier qui va vous détailler un petit peu les prérequis techniques. N'hésitez pas à commencer à taper des questions là dans le chat et on les prendra en affichant le slide des prochaines étapes. Oui. Bonjour à tous. Bon, effectivement, il reste 3 points qui nous paraissaient importants de vous partager après ce laïus, notamment sur le volet commandes. Olivier l'a déjà un petit peu détaillé, donc on voulait vraiment vous remettre l'enjeu autour de l'identité nationale de santé, qui est vraiment un sujet très important. Donc, pourquoi c'est important? Je pense que Olivier l'a bien redit. C'est un vrai sujet à partir du moment où on veut transférer les données de santé entre différents acteurs. Il y a un sujet de devoir fiabiliser et d'être bien sûr que la personne en face de nous à qui on va envoyer le document est bien cette bonne personne, qu'elle soit bien identifiée numériquement tout au long de son parcours de santé. Et du coup, d'ailleurs, ça a été ancré dans les textes, puisque depuis le 1er janvier 2021, toute donnée de santé doit être référencée avec l'INS. Et alors, l'INS, pour préciser un petit peu ce que c'est vraiment constitué de... Il y a vraiment 2 éléments. Il y a le numéro de sécurité sociale, enfin ce qu'on appelle le NIR, mais pas seulement, parce que des fois, votre numéro de sécurité sociale, finalement, il peut être partagé, par exemple, avec votre enfant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier unitairement une personne. Donc, c'est ce numéro de sécurité sociale et 5 traits d'identité, que sont le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, le code et le lieu de naissance. Et en fait, c'est vraiment des éléments qui, en complément d'une pièce d'identité, vont vous permettre de vérifier l'identité d'un patient. Donc concrètement, comment le mettre en œuvre? Là-dessus, déjà, on voulait vous le remettre en lumière. Il y a la FNMR qui a conçu une formation spécifiquement pour expliquer ce que c'était que l'INS, mais aussi comment le mettre en place. Donc là, je donne juste quelques éléments un petit peu macro. On voulait juste vous dire pourquoi c'est très important, sachant qu'il faut avoir en tête par rapport à l'échéance du DMP dont vous parlez, Olivier, qu'à partir de janvier 2023, si vous ne qualifiez pas l'identité de votre patient par l'INS, vous ne pourrez pas alimenter le DMP. Donc, comment s'y prendre? En fait, il y a un peu 3 points. Il y a vraiment déjà, il faut commander finalement votre logiciel qui sera conforme Ségur. En fait, en étant référencé Ségur, le logiciel, de fait, il sera en capacité d'appeler d'un téléservice de l'assurance maladie qu'on appelle INSI, qui permettra notamment de récupérer des traits d'identité lorsque vous insérez notamment la carte vitale, sans être obligé de faire une ressaisie. Et ensuite, derrière, il vous permettra, dans le logiciel, de faire ce travail de qualification et ensuite de le renvoyer dans les systèmes d'information. Deuxième point, une fois que vous avez commandé, il faudra juste anticiper, j'en reparlerai après, le moyen qui vous identifie d'un point de vue, qui vous authentifie en tant que structure, qui permet de faire ce travail de vérification. Et après, il y a quelque chose de très humain, c'est qu'il faut adapter votre processus d'accueil, peut-être très légèrement, mais pour mettre en place une démarche qui vous permette de faire ce qu'on appelle l'identito-vigilance, de valider au moins une fois. Et là, on voulait vraiment insister, parce que ce n'est pas à chaque fois que vous allez avoir besoin de vérifier l'identité d'un patient avec vraiment un dispositif qu'on appelle de haut niveau de confiance, donc une carte d'identité, ça peut être un passeport, il y a différentes choses qui peuvent être acceptées, mais c'est au moins une première fois que vous allez pouvoir le faire. Et du coup, il y a un enjeu de pouvoir imaginer comment ça va s'articuler dans votre processus d'accueil, et derrière, de pouvoir former les personnels et accompagner les usagers, ne serait-ce que les informer pourquoi vous pourriez leur demander, c'est peut-être déjà le cas, une carte d'identité. Donc voilà, ça c'est un premier point qu'on voulait vous remettre, c'est vraiment de l'avoir en tête, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments pédagogiques qui ont été construits et qui pourront vous détailler ces éléments plus précisément. Et Claire, juste pour que ce soit clair, vraisemblablement, ce ne sont pas les médecins radiologues qui font directement ça, accueil ou secrétariat, mais c'est plutôt un enjeu de conduite du changement pour vos personnels en fait. Exactement.
Deuxième sujet, pareil, il a été évoqué, vu que la messagerie de sécurité de santé n'est pas prise en compte dans le périmètre Ségur, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà. On voulait vraiment vous le remettre, donc c'est très important de rapidement commander votre messagerie de sécurité de santé. Non seulement elle vous permettra de sécuriser les échanges, parce que c'est un espace fermé, voilà, il y a énormément de critères, d'exigences d'un point de vue sécurité qui vous permettra d'échanger avec vos confrères, mais du coup, elle ouvre une nouvelle possibilité d'échange avec les patients à travers mon espace santé. Et ça permet aussi d'optimiser vos échanges avec des boîtes qui vous permettent de faire des appels automatisés. Vous imaginez bien que vous n'allez pas envoyer manuellement tous les comptes rendus que vous validez. Enfin, un certain nombre de choses vous faire de manière automatique. Donc, comment s'y prendre ? Si vous n'en avez pas, commandez votre messagerie de sécurité de santé. Votre éditeur, là-dessus, il peut être force de proposition pour vous accompagner dans cette démarche. Il doit être force de proposition. Il peut vous proposer de changer si vous en avez une où vous êtes insatisfait ou le niveau d'ergonomie ne vous plaît pas. Et après, il y a un enjeu de vous choisir un petit peu en fonction de votre organisation et on va essayer de formuler plus de préconisations là-dessus. Finalement, il y a différents types de boîtes aux lettres, comme vous pouvez l'avoir dans vos messageries personnelles. Ce que disait un petit peu Olivier, il peut y avoir des messageries nominatives lorsque vous voulez des échanges unidirectionnels avec vos confrères. Mais là, l'idée, c'est de peut-être favoriser des boîtes organisationnelles, des boîtes d'équipe, en fait, qui vous permettront, si vous voulez avoir des échanges, mais d'avoir une organisation qui permette de le faire en équipe, ou des boîtes automatiques qui permettent de systématiser cet envoi de compte rendu, comme on l'évoquait au dossier médical partagé. Et le dernier point, c'est un sujet qui peut paraître très technique, il faut anticiper la commande des moyens d'authentification. C'est juste que, bien évidemment, pour partager des données de santé de manière sécurisée, il faut bien garantir que vous êtes bien l'auteur de cet envoi, qu'on identifie qui vous êtes. C'est vraiment pour pouvoir, il faut vous authentifier et pour vous autoriser à signer certaines choses. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise des certificats serveurs d'un point de vue au niveau de l'organisation. Ce certificat, c'est un peu comme votre pièce d'identité numérique. Et elle est délivrée par une autorité de certification nationale, l'Agence du numérique en santé. Voilà. Concrètement, vous n'avez pas besoin de faire tous les détails sur ce sujet. Ce qui est très important, pareil, c'est qu'on vous recommande de vous rapprocher de votre éditeur. Vous pouvez lui déléguer la responsabilité de mener cette démarche d'obtention. Ce qui est en fonction de vos structures, en plus de votre cas de figure d'organisation juridique, ça peut être différents types de certificats, différentes modalités. Ce qui est important, c'est de le contacter en disant « Je sais qu'il y a cet enjeu-là, il faut que je puisse avoir des certificats qui permettent de bien m'authentifier pour pouvoir alimenter le DMP, pour pouvoir sécuriser l'appel à téléservice INSI. » Et donc, lui sera en charge de commander donc les bons certificats, de les installer et ensuite de les renouveler. Et ils ont été formés et accompagnés, et on va continuer de le faire par l'Agence du numérique en santé qui délivre les certificats pour être en capacité de bien répondre à ces démarches dans des bons délais. Merci Claire. Du coup, le dernier slide, des répétitions. Je vous l'ai dit, j'ai insisté tout à l'heure, commandez, vous avez jusqu'au 30 novembre pour commander ces versions le Ségur des RIS. Encore une fois, on a une majorité des radiologues déjà engagés, merci. On ne va pas s'arrêter à la majorité, on espère vraiment qu'on aura la quasi-totalité des radiologues. C'est ça qui va nous permettre de débloquer le numérique demain en France. Ensuite, planifier au plus vite parce que ça va arriver vite, les déploiements. Et donc, ça veut pas dire que là, il faut attendre le 30 novembre en fait, pour commencer à planifier. Il y a déjà des déploiements qui se font aujourd'hui. Il y a déjà des radiologues qui alimentent de manière automatique ou par défaut. Donc, faites-le dès maintenant. Les éditeurs sont au rendez-vous. Donc, vraiment, n'attendez ni le 30 novembre, ni après pour planifier ces déploiements, parce que cette deadline du 28 avril, elle va arriver très vite. Et ensuite, on l'a dit, et je répète, le point sur l'INS, qui est un point à la fois normalement pas très compliqué, mais qui implique un changement d'organisation, notamment à l'accueil. Et donc, allez voir la formation qui a été faite par la FNMR, qui est d'ailleurs même plus large, qui sera probablement diffusée au-delà de la radiologie, qui permet de jeter les bases, en gros, de cette transformation. Vous n'êtes pas seul, donc vous avez les conseillers informatiques services de l'assurance maladie qui vont aller à votre rencontre, vous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, vous pouvez aussi solliciter directement votre CEPAM si vous avez des questions.
Et bien évidemment, donc, on va essayer d'accompagner le plus possible toutes les questions qui pourront se poser. Ça me fait d'ailleurs la transition avec les questions qui sont posées actuellement dans le slide. Je vais prendre celles auxquelles je peux répondre et puis je laisserai à l'assurance maladie celles qui sont plutôt du côté de la CNAM. Donc nous venons d'investir dans un nouveau RIS depuis 5 mois. Comment cela va se passer? Devons-nous abandonner notre nouveau RIS? Quels sont les coûts pour nous? Est-ce que notre RIS va pouvoir se connecter au DMP? Évidemment, la mise à jour Ségur doit pouvoir se faire, je l'imagine, sans aucun problème, mais sur votre nouveau RIS. Devons-nous abandonner notre nouveau RIS? Vraisemblablement, non. Quels sont les coûts pour nous? Vraisemblablement, là, vous disposez de la toute dernière version, donc selon toute vraisemblance, je ne connais pas le logiciel, mais c'est normalement sans reste à charge pour vous. Et est-ce que ce RIS va pouvoir se connecter au DMP? Oui, c'est bien le cas, justement, cette mise à jour Ségur permet, alors pas que, mais permet aussi de se connecter au DMP, de faire ces envois. Alors encore une fois, on n'aime pas trop le mot automatique, mais dans l'esprit, c'est ça, mais c'est automatique sous réserve que le radiologue ne souhaite pas retenir un compte rendu. La partie forfait structure, je la laisserai à Sandrine éventuellement. Si la fonction messagerie et alimentation de DMP sont disponibles dans les logiciels en 2023, nous ne pouvons donc pas valider les indicateurs en 2022. Alors non, elles sont déjà disponibles, en fait, vous avez compris, là, dans une bonne part des logiciels du marché et dans l'immense majorité dans quelques jours ou semaines au plus tard. C'est tous les éditeurs qu'on a montrés sur la slide de tout à l'heure. Donc il n'y a pas du tout besoin d'attendre 2023 pour avoir les installations et être compatible avec les indicateurs 2022. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous encourage aussi à y aller le plus vite possible, parce qu'en effet, va y avoir des radiologues qui vont être livrés et vraisemblablement une majorité sera livrée en 2022, mais il y en aura aussi en 2023. Donc n'attendez pas, c'est vraiment pour ça qu'on vous le dit, n'attendez pas, planifiez vos déploiements dès maintenant, en fait, pour valider vos indicateurs le plus rapidement possible. Sachez que ces indicateurs sont des indicateurs qui sont reconduits. Donc néanmoins, ceux qui sont entre guillemets un peu plus en retard et qui le feront au T1 ou au T2 23, ils le toucheront dans le forfait structure de l'année suivante, comme leurs collègues. Ces indicateurs d'usage du DMP, ce pas des indicateurs de one shot, c'est des indicateurs qui sont là maintenant, qui vont se poursuivre. Concernant la validation de l'INS, quelle pièce d'identité peut être recevable si un patient s'oppose à présenter sa pièce? Que faire? J'ai répondu dans le chat, du coup, j'ai mis un peu des éléments de détail, mais on peut les Pardon, alors rebalayer. tu me dis si j'ai une bêtise, de mémoire, pièce d'identité, donc carte nationale d'identité et passeport. Et par contre, un patient a le droit de s'opposer et l'identité du coup du patient sera non, qu'on appelle nous, qualifiée. Et donc du coup, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas en fait échanger ces documents avec un professionnel correspondant ou l'envoyer dans l'espace santé de la personne, parce qu'il faut qu'il soit qualifié. Donc ça n'empêche pas de produire le document, ça n'empêche pas de ponctuellement d'ailleurs le partager, mais en tout cas, ces envois automatiques, ils ne pourront pas être réalisés si l'INS n'est pas qualifié. Du coup, je rebondis, il y a tout un kit de communication qui a été fait aussi d'affiches pour sensibiliser la patientèle aussi sur pourquoi c'est important, sachant que vous n'avez pas spécialement une patientèle en récurrence, mais si vous avez de la récurrence, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de faire cet effort de qualification. Et bien évidemment, ça ne bloque pas la prise en charge, ça bloque l'envoi des données. Alors, il y a l'éditeur Penaranda qui est cité, il y en a peut-être d'autres qui font partie de ceux qui n'étaient pas à l'écran. Donc là, je sais que parmi ces éditeurs, il y en a qui essayent de trouver des solutions actuellement. Donc ce que je vous encourage, c'est de vous rapprocher de votre éditeur, même s'il n'était pas dans la liste à l'écran, pour voir s'il n'a quand même pas prévu une solution. Voilà, je ne peux pas faire la promotion de toutes les solutions que les uns et les autres font, mais en tout cas, rapprochez-vous de votre éditeur pour voir s'il n'a pas, malgré tout, et même bien qu'il ne soit pas dans cette liste, une solution à vous proposer. Ensuite, devons-nous transmettre obligatoirement les images d'écho en plus des comptes rendus? Alors, à date, l'obligation, la première, c'est le partage du compte rendu. Et la donnée image en termes d'échographie, c'est à partir de la fin de l'année prochaine.
Et ça sera évidemment sous réserve qu'on aura bien mis en place tous les dispositifs pour vous accompagner. Si nous-mêmes on est en retard, on devra probablement décaler ces échéances. Donc on n'en est pas encore là, hein. Nous, on fait tout notre possible, y compris avec les radiologues, y compris avec l'assurance maladie, y compris avec les éditeurs, hein, pour sortir là ces dispositifs pour fluidifier le partage de la donnée image. Et on assumera, hein, s'il y a un retard de faire évoluer les obligations. Mais donc, du coup, la première des obligations qui pèse, c'est exclusivement sur le compte-rendu. La deuxième sera sur la donnée image. J'essaye de prendre les questions essentiellement métiers. Tous ces envois d'images sont obligatoires pour les radiologues, mais également l'ensemble des médecins réalisant des échographies ou radiographies. Alors, il faut que j'aille voir le texte. Je vous avoue que je pense que c'est pour tous les médecins et pas que les radiologues. C'est un compte-rendu. Je pense que ça sera tous les médecins qui seront concernés, tous les médecins qui pratiquent une activité d'ordre radiologique, en particulier sur l'écho. Il n'y a pas que des radiologues. Sandrine, tu en avais peut-être quelques-unes que tu voulais prendre toi aussi? Donc, sur la partie forfait structure, j'ai vu qu'il était indiqué effectivement, comme je vous disais, hein, sur le forfait structure, on a des indicateurs d'usage dès 2022. Certes, vous avez vu, le calendrier a été légèrement décalé. Quoi qu'il en soit, dès 2022, des professionnels seront équipés de logiciels facilitant l'alimentation du DMP et l'usage de la messagerie. Donc, c'est un début, hein, l'année 2022 ont dû être une première année. Donc, potentiellement, des professionnels pourront bénéficier de cet indicateur supplémentaire. Et bien sûr, avec la montée en puissance du Ségur, ça sera d'autant plus facile à atteindre l'année suivante. Sur l'exercice coordonné, qui est une condition à partir de 2022 de l'éligibilité au forfait structure. Alors, on a eu des remontées, hein, sur certaines spécialités, dont la vôtre, du besoin de neutraliser parce que vous n'étiez pas dans la même dynamique sur l'exercice coordonné, par exemple, que les médecins généralistes. On est en train de le regarder, hein, au niveau de la CNAM. On prépare de toute façon ce qu'on appelle une note méthodologique, hein, qui définit chaque année, vous savez, les règles de gestion sur le versement du forfait structure. Elle sera validée avec les représentants de votre profession, hein, les représentants qui siègent à la commission paritaire nationale des médecins. Donc, on reviendra vers vous sur ce sujet de l'exercice coordonné. Je crois que sur le forfait structure, c'était tout. C'était les deux questions. Il y avait une question sur comment peut-on contacter son conseiller informatique service. Sur le conseiller, alors je ne sais pas si mes collègues sont encore qui s'occupent du réseau des CIS, ils auront peut-être une réponse plus précise que moi, mais Ido ou Hervé, sinon je vais vous faire une réponse générique. Je ne sais pas si ils peuvent ouvrir le micro éventuellement, Elodie, Elodie, excuse-moi, Claire. Je vois le nom. Oui, il faut que je regarde, ouais. Je ne sais pas s'ils sont. En tout cas, alors c'est vrai que sur des spécialités, notamment la médecine générale, qui voit régulièrement nos conseillers informatiques service, ils ont même le portable du médecin. Si vous avez une difficulté, vous pouvez dans tous les cas contacter les caisses qui va vous orienter vers le CIS de votre secteur. Et on pourra vous préciser à l'issue, hein, du webinaire s'il y en a des éléments plus précis que appeler la caisse pour identifier le CIS qui est lié à votre secteur. Et sachant que, comme le disait aussi Olivier, de toute façon, vous allez être contacté puisque la campagne d'accompagnement des CIS va démarrer. Là, on va envoyer les éléments, notamment avec une trame de visite qui correspond aux éléments qu'on vous a présentés ce soir et qui se poursuivra jusqu'au courant du mois de septembre, donc pour couvrir l'ensemble des radiologues sur le territoire, notamment les radiologues qui n'ont pas encore commandé la mise à jour Ségur. Alors, on a une question sur 3608, voilà. On contacte aussi, sinon vous appelez le 3608 qui pourra vous orienter sur le 6 de votre secteur. On a une question, l'éditeur peut-il proposer une formation par rapport à la mise à jour et l'application de cette nouvelle formation, de cette nouvelle version, pardon. Donc, la réponse, c'est dans le périmètre de la prestation Ségur, donc sans reste à charge, il y a une formation qui est prévue, mais exclusivement sous une forme dématérialisée, donc e-learning. Et ça fait partie de la prestation qui est, entre guillemets, non payée par vous, payée par l'État.
Par ailleurs, si vous souhaitez avoir un accompagnement qui est personnalisé, quelqu'un qui vient chez vous pour accompagner le changement, donc en plus de ce qui est déjà prévu par les textes et financé par l'État, ça c'est une prestation supplémentaire du coup qui n'est pas dans le périmètre. Je vous encourage déjà à voir ce qui est déjà proposé par votre éditeur et puis également par la FNMR et puis après à faire votre choix. Si vous voulez un accompagnement supplémentaire et que c'est prévu par votre éditeur, allez-y. Je regarde les Il y a une autres nouvelle question qui est questions. intéressante. Si notre fournisseur RIS n'est pas référencé Ségur, y a-t-il une aide financière pour le changement de fournisseur ou ce n'est que pour les mises à jour? Alors, a priori, si vous changez de fournisseur, mais que ce fournisseur, du coup, il est référencé, donc du coup, vous bénéficierez chez ce nouveau fournisseur de la mise à jour sans le reste à charge, donc vous bénéficierez de la prestation d'État. Maintenant, c'est ce que je disais, si vous avez un changement complet de logiciel, ça, c'est pas pris en compte dans le dispositif de financement que je viens de vous décrire. Est-ce des réunions sur l'exercice coordonné, Sandrine, il y avait une autre question. Oui. Est-ce des réunions que le radiologue doit faire? Pas mis mon micro. Sur l'exercice coordonné, comme je vous le disais, il y a des critères qui étaient dans la note méthodologique de l'année dernière qui doivent être mis à jour. Il y a notamment un nombre de réunions pluripro, effectivement, qui sont une des conditions, enfin un des éléments qui peut permettre de rendre éligible à ce critère d'exercice coordonné. Mais cette note méthodologique qui va préciser les conditions pour l'année 2022, puisque on regarde chaque année en fait les conditions d'éligibilité et le contenu des indicateurs devrait être diffusée là dans les prochaines semaines. Elle sera diffusée à votre profession et disponible sur Amélie. Donc, on précisera exactement les conditions de l'exercice coordonné, mais c'est un critère effectivement de nombre de réunions dans l'année en pluriprofessionnel. Voilà, bon, écoutez, il est 20h01, on n'a plus de questions dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de remercier l'ensemble des radiologues et puis des autres intervenants là qui ont participé à ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont aidé à construire ces dispositifs, à les mettre en œuvre, les éditeurs qui se sont engagés. Maintenant, le plus gros est encore devant nous. C'est arriver à déployer ces logiciels, à embarquer toute la communauté. Donc, on compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous, là, maintenant, pour vous saisir de tous ces dispositifs et faire qu'on arrive enfin à transformer l'essai. Je pense qu'on attend depuis longtemps pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vous allez recevoir la présentation normalement dans la foulée et du coup vous serez prochainement, vous allez peut-être être contacté ou vous avez maintenant les moyens pour contacter les conseillers informatiques services de l'assurance maladie si on n'a pas répondu à toutes vos interrogations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.